refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur notre application ORLM à télécharger au plus vite sur l'App Store pour iPhone et iPad. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons encore revenir sur l'actualité brûlante d'Apple. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Apple n'innove plus. Telle est l'affirmation de bon nombre de journalistes spécialisés, de développeurs et d'utilisateurs, y compris les plus fans de la marque, jusqu'à Steve Wozniak lui-même. Le cofondateur du constructeur de Cupertino a déclaré qu'il trouvait l'iPhone 5 en retrait et trop cher par rapport à l'offre de Samsung. Alors, peut-on reprocher à Apple de s'être endormi sur ses lauriers ? La pomme peut-elle vraiment révolutionner le marché du smartphone ou de la tablette à chaque nouveau modèle ? Quels sont les domaines où la firme doit combler sans retard ? Débat, on refait le Mac, épisode 129. Apple en panne d'innovation ? Avant de rejoindre nos invités et nos chroniqueurs, rappel du concours de cette semaine de Refait le Mac et du Mobile 2013. Nous vous offrons 2 passes pour assister au Mobile 2013, donc une conférence qui réunira les 18 et 19 mars prochains au centre Pompidou à Paris, la fine fleur de l'écosystème mobile, au travers des témoignages de 6 grandes marques et de 9 tables rondes. Le thème principal cette année sera le choc des géants et son impact sur le business. Pour gagner l'un des 2 passes par tirage au sort, répondez à la question qui vous sera posée. En fin d'émission, avec nous cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va bien ? Oui, ça va bien. Et toi, où es-tu cette semaine ? Je suis à New York. New York. The town so nice, they named it twice. Tu es dans la Big Apple, oui, pourquoi donc parce que nous sommes mercredi. Oui, c'est ça, nous sommes. Et ce soir, il y a le Book of Mormon. Non, c'est un peu impossible d'avoir des places pour Book of Mormon, et puis je l'ai déjà vu. Mais il commence à Londres le 25 février. Oui, allons au fait, tout ça est très hors sujet. Non, je suis là parce que Sony lance ici, ce soir, dans quelques heures, la nouvelle PlayStation. Enfin, dévoile, ne lance pas, parce qu'elle ne va pas être disponible tout de suite. En tout cas, ça, ce serait une énorme surprise qu'ils nous disent « And it's available now !» Non, je pense pas. Fin 2013. Mais c'est intéressant parce que c'est à la fois un truc hyper stratégique pour Sony, et puis on est quasiment près de la dernière chance pour le marché des consoles, c'est-à-dire que ils sont mangés par le bas par les smartphones, enfin mangés juste en termes d'usage. Concurrencés. Par les smartphones, vaguement concurrencés, mais il y aurait des choses à dire. Enfin, on va dire qu'il y a les smartphones, les tablettes en dessous, et puis il y a les télés connectées au-dessus qui commencent à avoir des processeurs assez puissants pour que l'année prochaine, ton fabricant de télé te dise si vous achetez une télé, vous n'avez pas besoin de console de jeu, connectez une manette et puis ça marche. Hein. Et puis les box, mais même s'il y a encore un petit déficit de puissance, et puis il n'y a pas l'écosystème du jeu vidéo comme, je veux dire, Rodrigo sera le premier à le dire, il n'y a pas Assassin's Creed sur une télé Samsung. Tu te répètes, tout le monde ne joue pas à Assassin's Creed. Merci Cédric, mais ce sera, je pense, la possibilité, et pourquoi pas l'occasion de reparler de jeux vidéo dans Refait le Mac. On verra peut-être la semaine prochaine, quoique la semaine prochaine, c'est Barcelone et le Mobile World Congress. Mais passons, autre chroniqueuse, oui, la touche charme, vous la connaissez, dans Refait le Mac, c'est bien sûr Fanny Bouton de Fanny's Party. Bonjour Fanny. Bonjour les garçons. Écoute, ça va très très bien. Moi ce matin, je fais du char à voile au Touquet, je suis de retour, tu vois, toute fraîche, tout va bien. Tu as fait l'aller-retour dans la journée, c'est bien, écoute, très bien. J'ai un boulot autre chroniqueur ce soir, personnage également que vous retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Il s'agit bien sûr de Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, comment vas-tu ? Bon, pleine forme, pleine bourre, on n'arrête pas. C'est pas ce que tu nous disais hors antenne, mais enfin bon, c'est la magie du direct. Hein. Oui, du direct enregistré, dirons-nous. Et quelqu'un qui est en pleine bourre, croyez-moi, ce soir, mais je crois qu'il est un petit peu dopé, c'est bien sûr Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier, mais cette semaine, j'ai changé de casquette. Bon mince. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je suis redevenu consultant. C'est bien. Non, c'est pas mal. Alors, je fais 3 trucs en ce moment. Ça rapporte plus, peut-être. Tu veux que chômeur, ouais, probablement. Tu veux ma montre pour me donner l'heure ou... Et vous savez que j'ai perdu ma Breguel, je la retrouve plus. Non, c'est pas vrai. Ah, mais je la retrouve plus depuis jeudi dernier, je sais pas où elle est. Depuis qu'elle est immortalisée dans Refait le Mac. Mais ouais. Enfin bon, donc je fais... j'ai des grosses boîtes, genre 440 à refaire le strat digital, premier truc. Il y a du boulot, Rodrigo. Il y a du boulot et ça paye très très bien. Tant mieux pour toi. J'ai des boîtes un peu plus petites à travailler sur l'innovation, donc j'anime des séminaires, j'en fais un la semaine prochaine à l'étranger, donc c'est plutôt sympa.
Et puis j'ai eu tellement de demandes par mail, des gens qui regardent ce podcast d'ailleurs, me dire Rodrigo, est-ce que tu as une idée sur mon business plan? Rodrigo, est-ce que tu peux m'aider sur mon lancement de produit? Et ben voilà, maintenant j'ai fait payer. Mais non, c'est gratuit, on fait le Mac, Rodrigo, enfin, ça va pas. Donc voilà. Là, on fait ça tous bénévolement et toi tu vas faire payer. Mais alors tu es vraiment un entrepreneur. Non, mais écoute, ça fait 3 ans et quelques que je fais du bénévolat pour tout le monde, que j'aide tout le monde gratuitement, donc voilà. Moi, mon avocat, quand je l'appelle, au bout d'un quart d'heure, il me dit c'est cool, je t'envoie la facture. Donc maintenant je fais pareil et ça marche plutôt pas mal. Mais écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Mais il faudrait peut-être un jour penser à faire un business plan autour de On fait le Mac. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, ça pourrait nous aider. Moi je t'envoie des choses, Olivier, mais non, on en reparlera en antenne. Alors, avant de parler du sujet principal de cette émission, à savoir ce qu'Apple a perdu son mojo, sa capacité d'innovation, retour brièvement sur l'actualité de la semaine autour de la pomme. Et le premier événement majeur de cette semaine, c'est bien sûr le fait qu'Apple a été hacké. Rappel des faits, des hackers ont réussi à infiltrer des Macs au sein du siège d'Apple à Cupertino. Ils auraient accédé à des ordinateurs en exploitant une faille de Java, une de plus. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était déjà l'un des problèmes de virus sur Mac était lié à Java, donc un plugin propre au navigateur du Mac. Donc Apple a proposé une mise à jour de sécurité. Apparemment, il y aurait un nombre peu élevé d'ordinateurs qui auraient été infectés. Mais au-delà du fait que les Mac ne sont pas forcément inviolables comme on l'a cru pendant des années, on assiste de plus en plus, puisqu'il s'agit de l'attaque d'entreprise, Cédric, puisque plus que les utilisateurs de Mac, c'est Apple qui est visé. On a vu ces dernières semaines se multiplier un nombre important d'attaques envers Facebook, envers Twitter notamment. Est-ce qu'il y aurait un business autour des attaques? Quelle est la motivation de tout cela? Ah bah oui, il y a un business. Le business, c'est suite tes identifiants, parce qu'à partir du moment où j'ai tes identifiants, ne serait-ce que ton nom complet et ton email, c'est plus facile de t'envoyer du phishing efficace, parce que si je dis, tu vois, bonjour monsieur Ofrigara, tu vas dire qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas ma banque, alors que si je t'envoie un mail te disant, cher Olivier Frigara, votre compte numéro machin a un problème de sécurité, mais merci de vous loguer et de nous filer vos identifiants. Je le fais tout le temps. Mais bien sûr, mon compte iTunes, demande à monsieur ce qu'il a fait d'ailleurs. Je vois, il y a plein de boîtes, quand elles t'envoient des mails, maintenant, elles filent énormément d'informations dans le mail pour que tu sois sûr que c'est bien elle. LinkedIn, il m'envoie un mail en disant bonjour monsieur Cédric Ingrand, rédacteur en chef adjoint à la chaîne Info. Tu vois, pour être sûr que c'est pas du spam. Cédric, ça, bien sûr, ça c'est les techniques classiques, mais quand je veux dire qu'il y a un business, quelle est la motivation première d'hacker une entreprise au-delà évidemment de l'exploit? Ça dépend qui tu es. Ça dépend qui tu es. La fameuse division cachée de l'armée chinoise qui aurait des milliers de hackers, tout ça, etc. Il y a des choses qui relèvent de... Et puis il y a des Français qui font ça pour les Américains doivent le faire aussi. Il y a des choses qui sont soit d'ordre purement stratégique, c'est-à-dire... politique, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire... L'attaque contre Google en 2010, c'était les Chinois, c'est ça que tu... Non, mais ça, c'est pas ce que j'appelle stratégique, ça c'est peut-être politique. Stratégique, ça veut dire le virus Stuxnet, fort probablement écrit par des Israéliens ou co-écrit par des Israéliens et des Américains qui étaient là juste pour faire déconner les centrifugeuses des installations nucléaires iraniennes. On est dans le stratégique, quasiment dans la cyberguerre, enfin dans la guerre par d'autres moyens. Après, il y a des motivations purement... tu vois, de la filouterie de bas étage, c'est-à-dire je te taxe tes identifiants, si possible je te taxe tes coordonnées bancaires, ton numéro de carte, etc. Ça, c'est les sites d'e-commerce qui sont régulièrement attaqués. Et puis après, oui, il y a du cyberactivisme, des choses qui relèvent plus de la politique. Dans le cas de Facebook et des autres, et d'Apple, c'est un peu entre les deux, quoi. Ouais. Rodrigo, est-ce qu'il y a au-delà une volonté de rançonner directement les entreprises? Il y a quelques années, on a entendu dire qu'il y avait par exemple des groupes de hackers qui attaquaient des grandes entreprises qui possédaient des informations vitales pour ces entreprises, voire étaient capables de bloquer leur système d'information, et s'ils ne versaient pas une rançon, en clair. Et souvent, on n'a pas su qu'ils étaient rançonnés, puisque évidemment, ils n'en ont pas fait la publicité et qu'ils ont payé. Les hackers bloquaient tout. Est-ce que ces scénarios qu'on entendait il y a quelques années, est-ce qu'ils sont encore d'actualité? Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu y as été déjà confronté? Absolument. Moi, j'ai pris une attaque de déni de service, ça s'appelle DDoS en anglais, l'été 2008, je crois. Probablement l'un de mes concurrents, ou alors mon client qui voulait annuler un contrat. Et le seul moyen d'annuler le contrat, c'est si je ne respectais pas mes engagements de qualité de service, ce qu'on appelle les SLA.
et je me suis pris pendant 3 mois des attaques sur mes serveurs qui avaient une faille sur une version précédente qui était restée installée sur la même machine qu'on aurait dû enlever. Alors comment ça marche une attaque de déni de service? On va occuper toutes les connexions possibles sur la machine. Donc tu peux avoir jusqu'à 65 000 connexions, on va dire, par exemple, et tu envoies tellement de requêtes que les 65 000 connexions qui sont en attente pour avoir un client se bloquent. Donc du coup, les nouvelles connexions légitimes ne peuvent plus fonctionner. Donc ton service tombe, tu peux plus avoir. Donc peux plus t'adresser à tes clients, tu vends plus rien en clair. Tu vends plus rien, et donc après tu multiplies par nombre de serveurs, comme il y a le même bug sur tous les serveurs en général, on te fait tomber. Donc maintenant ça c'est géré très simplement, ces requêtes par des mécanismes d'API qu'on appelle le throttling, c'est qu'on dit le nombre de requêtes maximum par seconde ou par minute. Mais à l'époque, on avait ce bug-là qui avait été identifié. Et nous, du coup, on a utilisé ça comme excuse pour nous annuler le contrat. Donc ça, c'est... Parce qu'il n'y avait pas eu le résultat qui était... Oui, mais on avait été attaqué, on a porté plainte en justice, on est remonté jusqu'en Roumanie, enfin bon, tu vois, mais... Donc c'est une technique classique, quoi. C'est une forme de cybercriminalité. Ah, mais absolument, absolument. Et tu sais pas qui a mandaté ces gens-là, ça coûte pas très cher, ça coûte quelques milliers d'euros de payer des mecs pour t'envoyer des trucs et... Voilà, ça c'est une première technique. La deuxième technique, c'est ce que disait un petit peu Cédric, c'est d'aller faire une intrusion sur un système de voler d'informations d'identité que tu peux réutiliser par ailleurs. La plupart des gens ont en général les mêmes informations sur leur compte. Donc tu peux rebondir assez vite sur leur compte bancaire par exemple. Ça c'est pour monsieur et madame tout le monde, quand tu tapes, tu rattrapes la base de données d'un... Ou plus simplement pour pirater, vous avez peut-être vu la semaine dernière, Burger King s'est fait pirater son compte Twitter et derrière on a mis que du McDonald's. Ça peut être rigolo, c'est un concurrent qui peut faire ça, ou juste pour nuire, ou juste un activiste genre Greenpeace qui fait ça. Oui, ou un hacker qui veut faire une performance, ça existe aussi. Hein, alors ça c'est autre chose, Le hacker qui veut faire la performance, ça a toujours été le hacker historique, il le fait pour la gloire, pas pour l'argent. Mais là je te parle de gens qui le font pour l'argent. Troisième cas de figure, on y va pour voler de l'information. Laquelle information peut se revendre extrêmement cher. Mais surtout quand ça s'appelle Apple et qu'on cultive le secret. Hein. Oui, par exemple Apple, mais si tu vas voler des plans, tu vois, et que tu vas revendre derrière, ça tu vois ça dans tous les James Bond, ça arrive tous les jours. Ouais. Donc c'est une réalité, c'est pas des fantasmes de journalistes. Oui, mais si tu regardes sur YouTube, tu as plein de sénateurs américains qui se disent que la vulnérabilité des États-Unis est liée à la cybercriminalité et qu'il faut renforcer les défenses dans ce domaine-là. Oui, il y a d'ailleurs un projet de loi, je crois, dans ce genre aux États-Unis notamment, qui permettrait effectivement d'espionner les hackers. Monsieur X, en tant qu'ancien juste pour terminer, dernier truc. Oui, vas-y. Vous savez, pas trop long quand même, Rodrigo. Non, vous savez peut-être pas, mais moi je viens de l'EPITA, au tout début, qui était un petit peu connu comme l'école des gens un peu spécialisés dans la sécurité. On va dire ça comme ça. C'est des sujets auxquels on a été sensibilisés très très vite, et tu te rends compte que la faille n'est pas technique en général. La faille est absolument humaine dans 70-80% des cas. C'est extrêmement facile. Et il y a 2 biographies de Kevin Mitnick, qui est soi-disant le hacker le plus connu au monde de l'époque. Il raconte très très bien. Donc Takedown de Tsutomu Shimomura, qui raconte comment il a fait la chasse à l'homme contre Kevin Mitnick. Et Kevin Mitnick lui-même qui raconte son histoire. Et en fait, les failles, c'est très très simple. Si tu te fais passer pour... les gens sont extrêmement incrédules. Te donne toutes les informations. Techniquement, c'est vraiment pas sophistiqué. C'est juste, on exploite la faille humaine. Monsieur X, donc je disais en tant qu'ancien responsable d'Apple, est-ce qu'il y avait des mesures particulières en matière de sécurité informatique le temps que tu étais? Est-ce qu'il y avait une paranoïa? Sachant qu'historiquement, Apple, de l'extérieur en tout cas, a toujours eu une grande indulgence de la part des hackers, des pirates en général, parce qu'à l'époque, du temps où vous y étiez, ou du temps où Apple n'était pas un leader de l'industrie high-tech comme aujourd'hui, il y avait une relative indulgence, c'est qu'on allait plutôt pirater Microsoft qu'Apple. Non, écoute, moi j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Je pense pas qu'Apple avait de l'indulgence vis-à-vis de qui que ce soit, en tous les cas, publiquement. Et puis après, pour ce qui était de la sécurité de ces systèmes... Apple faisait plutôt un bon boulot, parce que ce hack qui a eu lieu, c'est le premier d'envergure, si je me souviens bien. Ah, pareil, voilà. Apple était même... Quand tu as été victime, d'ailleurs. Oui, alors à part effectivement des hacks sur les comptes iTunes, mais excuse-moi, j'étais obsédé par le site apple.com dans ma tête. Oui, à part celui-là qu'Apple a dénié.
Ouais. Et puis Apple après a été, je pense l'est toujours, très très précautionneux sur la sécurité informatique, y compris en interne. Moi, je me rappelle m'être fait auditer mon poste de travail plusieurs fois par an chez Apple, y compris quand j'étais pas là. C'est-à-dire sans la présence de l'employé, le poste était audité. Ce qui me semble un peu limite en termes de pratique. Mais... Par rapport au code du travail en France, oui, ça peut pas dire. Ouais. Mais voilà ce qui est arrivé. Donc non, Apple était très très précautionneux de ça. Ouais, et pour conclure, ce serait bien qu'on arrête de hacker systématiquement le site d'On refait le Mac. Il est encore tombé. Faites-nous un petit peu la paix, les gars. Alors pourtant, ça vous abuse. Non, mais c'est un bon exemple. Pourtant, il y a rien à gagner, il n'y a pas d'argent, voilà, enfin, tu vois. Franchement, c'est gratuit. Il y a beaucoup plus gros que nous, qui ont plus de moyens, qui peuvent effectivement se reconstruire en 2 temps 3 mouvements un site. À moins que ce soit des podcasteurs concurrents, enfin t'imagines le truc de fou. Je n'ose imaginer la chose. Qui aussi Un truc de fou. Non, mais... N'importe quoi. J'ai une question Twitter. Oui, je t'en prie, Fanny. Sur le sujet, j'ai Michel de la Vallerie qui demande est-ce qu'avec le hackage d'Apple, les Mac users vont-ils enfin prendre... Le hackage, il a mis, donc je lis. Oui, bon, c'est nouveau, c'est une sortie. Voilà, le hacking. Le piratage, ça marche aussi. Les Mac users vont-ils enfin prendre la sécurité au sérieux et ne plus se moquer des PC, des PCI? Monsieur X, ça a été pendant longtemps un argument de vente d'Apple. On a fait 2 émissions dans Refait le Mac sur le thème est-ce que les Macs sont-ils vraiment inviolables. Apple disait il n'y a pas de virus sur Mac. Bon, c'est pas forcément un virus, mais on n'est jamais à l'abri en termes de sécurité. On le voit bien, puisqu'Apple elle-même, ses propres machines, puisque c'est ça dont il s'agit, ont été hackées. Il ne s'agit pas de... Ouais, non, ça serait stupide de dire qu'il n'y a pas de virus sur Mac et sur iOS. Mais c'est vrai qu'il y en a moins. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus sécurisé iOS et macOS ou parce que c'est moins répandu? C'est sans doute un peu des deux. Mais je constate quand même, quand on parle d'iOS, que, alors, en tous les cas, moi, à ma connaissance, je ne connais pas de virus sur iPhone. Non. Alors qu'il y en a plusieurs centaines sur Android, avec des hacks bancaires en France, là, faits par des jeunes encore récemment, assez importants, qui ont réussi à mettre... des petits spyware qui faisaient que les gens se faisaient débiter leur compte bancaire régulièrement. Voilà, donc Apple c'est pas parfait, mais de ce point de vue-là, je préfère quand même largement mon Mac. Vous pouvez donner un avis éclairé? Oui, et ce sera la conclusion sur ce thème. Combien d'applications avez-vous installées sur votre Mac récemment? Sur le Mac? Ouais. Ou sur l'iPhone? Sur le Mac. Pas beaucoup. Non, assez sur le Mac, peu. quasiment rien. C'est vrai qu'on a tendance à en installer de moins en moins, mais... Mais quand vous installez une appli sur votre Mac, ouais. vous avez plein d'écrans de dialogue qui vous font next, next, next. Est-ce que vous voulez installer? Oui, oui, oui. Personne ne réfléchit 3 fois et ça vous installe n'importe quoi. Sauf si tu as Mountain Lion et qu'il t'installe uniquement les logiciels du Mac App Store. Pas tout à fait, parce que tu peux installer des choses d'ailleurs. Oui, mais il faut l'activer. Oui, et donc tout le monde va faire install yes, 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 et tu regardes pas. Suffit de prendre une version, de la verrouiller un peu et de la distribuer, et c'est parti. Comme sur PC. Comme sur PC. C'est un Unix à la base, ou assimilé, donc tu as des droits RWX pour l'utilisateur, pour le groupe et pour tout le monde. Comme on te demande, toi, qui es administrateur de ta machine, ce qui est une erreur, mais tu es administrateur de ta machine, quand tu t'en sers en tant qu'utilisateur, tu dis oui, 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 donc ça s'installe en système, et donc du coup tu peux faire n'importe quoi. Si tu veux balancer un keylogger caché, simple, et qui renvoie un FTP par exemple, tu vois, tes mots de passe, il n'y a pas de système simple. Fiable à 100%, Rodrigo. Mais la faille est humaine. L'erreur est humaine. Donc le dernier petit point, parce qu'on est déjà très en retard, ça devient une habitude. Une chose qui m'a un petit peu intéressé, je voulais faire peut-être réagir Monsieur X à ce sujet. On a appris d'après PR Week et d'après un papier que j'ai lu sur Mac Génération que le directeur de la communication en charge des affaires extérieures de Rolls-Royce allait occuper un poste similaire au sein d'Apple Europe. C'est intéressant, vous ne trouvez pas, Monsieur X? Mais directeur de la communication ou des relations avec la presse? Excuse-moi, Non, directeur de la communication externe. En clair, ça y est, Apple sort un petit peu de sa tour d'ivoire et s'intéresse un petit peu à des actions de lobbying, notamment en Europe. Il y a du boulot. Écoute, on va voir. Moi, j'ai hâte de savoir quelles sont les missions de ce monsieur, si jamais on peut les savoir. On va lui demander une interview, c'est mort. Parce que c'est vrai que la communication, comme on le sait, est ultra centralisée, comme tout chez Apple maintenant, mais alors la communication encore plus aux États-Unis. Et sans être méchant outre mesure, c'est vrai que les gens de la com en Europe sont peu et qu'ils exécutent
les ordres venus des US. Donc si ça peut permettre d'avoir vraiment une politique de communication, pas indépendante, mais un peu autonome en Europe, que ce soit en termes de lobbying et de relations avec la presse, ça serait une très bonne nouvelle. Et puis pourquoi pas, on pourrait voir Apple un jour sur les réseaux sociaux et rentrer de plein pied dans la modernité. Ça serait sympa. Au-delà, Rodrigo, Cédric, Fanny, vous ne trouvez pas étonnant qu'une entreprise aussi importante qu'Apple, aussi tentaculaire en termes de réseau de distribution, de vente, tout le monde a un Mac, un iPhone ou un iPad dans son entourage, j'en passe, n'est pas comme ça prévu de réseaux, de lobby, des réseaux de com. On sait que toutes les grandes entreprises, du moins en Europe, fonctionnent ainsi. C'est toutes les grandes entreprises du monde d'Internet. Il faut dissocier toute l'activité hardware d'Apple pour laquelle il a peu besoin de lobbying, tu vois ce que je veux dire. Les grandes électroniques grand public font pas énormément de lobbying. Par contre, les Google, Amazon, etc., eux en ont énormément besoin. Surtout qu'au niveau européen, aujourd'hui, il y a vous le savez, une discussion importante qui va, notamment en France, qui va être menée autour de justement des systèmes de reversement de TVA, d'impôts sur les sociétés, mais ça c'est mort, ça. Non, mais ça, on va pas perdre du temps là-dessus. C'est mort de mort. Le rapport Colin et Colin, il est pas fait pour être appliqué. Ils le disent eux-mêmes. Ils ont juste dit que pour arriver à faire une fiscalité égale, il fallait remettre à zéro la fiscalité française. Pourquoi pas en l'appuyant sur les données recueillies. Mais le problème, c'est que, comme disait un très bon papier que j'ai lu hier de Solveig Godluc dans Les Échos, le problème, c'est que ça ferait payer Google et Carrefour aussi. Donc les Français, ça les intéresse pas beaucoup. Donc ça, c'est mort. Il faut refaire tout le système des impôts. Olivier, je me permets quand même de te rectifier un petit peu. Apple a toujours fait du lobbying, et en Europe aussi, voire pays par pays, parce que moi, du temps où j'étais chez Apple, j'ai travaillé avec ce qui étaient les lobbyistes officiels d'Apple, mais qui n'étaient pas des employés d'Apple, qui étaient des gens de cabinets d'avocats, notamment un cabinet belge qui a son officine en France, rue Saint-Honoré, et qui agissaient en tant que lobbyistes, au bon sens du terme, pour défendre les intérêts d'Apple, que ça soit de manière proactive si une nouvelle directive européenne pouvait arriver, ou de manière plus réactive quand il y avait un procès. Donc Apple a toujours eu ça en place, mais plutôt, on va dire, au niveau juridique avec des cabinets d'avocats d'affaires, et pas avec, on va dire, une structure qui aurait pignon sur rue, comme la nomination de cette personne peut le laisser entendre. Donc, sujet principal de cette émission, Apple aurait perdu sa baguette magique, son innovation, son mojo, je ne sais pas comment on pourrait, sa capacité d'innovation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En clair, on le lit beaucoup dans la presse depuis quelques mois, que les produits Apple ne seraient pas suffisamment innovants. C'est récurrent chez les spécialistes, les développeurs et même certains utilisateurs de la première heure du monde Mac, y compris les cofondateurs d'Apple comme Steve Wozniak, qui récemment a déclaré que l'iPhone 5 était moins innovant que ce que faisait aujourd'hui Samsung. C'est vrai que l'arrivée de l'iPhone 5 a créé une déception, mais de là à dire que c'est pas assez innovant, mesdames, messieurs, votre avis? Tiens, on va commencer par Fanny. Tiens, moi j'ai juste un truc à dire, je l'ai déjà dit, mais c'est juste, je crois qu'on est arrivé quand même à un moment où on fantasmait sur le smartphone il y a une dizaine d'années, on voulait tout un tas d'applications, de choses, et je crois qu'on est arrivé quand même un peu au must de ce qu'on voulait il y a 10 ans. C'est-à-dire que tu peux recevoir tes mails, tu as les SMS, les MMS, tu peux faire des visios, tu peux être géolocalisé, c'est ton GPS, tu peux faire des photos, et tout ça est dans un seul et même appareil. Et là, actuellement, je pense que c'est plus innové dans le sens on arrive à mettre tous les trucs que les gens voulaient avoir dans le smartphone. C'est qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter de plus? Et finalement, qu'est-ce qu'on a besoin? De révolutionnaire, tu veux dire. Voilà. Et finalement, c'est un peu ça le truc. Il faut sortir un nouveau truc, un nouveau gadget. Voilà. Et actuellement, je crois qu'il n'y a plus vraiment non plus de fantasme et que les gens, ils attendent un truc, mais ils ne savent pas quoi. Apparemment, la presse, les médias, les utilisateurs en général, les développeurs semblent fantasmer beaucoup plus sur des produits de Samsung. Comment on peut expliquer ce phénomène par rapport aux produits d'Apple, Cédric, toi qui les utilises au quotidien, ces produits-là? Parce que ce qui fait fantasmer chez Apple, c'est sa capacité à arriver sur des marchés où on l'attendait ou on ne l'attendait pas, mais à changer les choses sur les marchés où il arrive. Et le reste du temps, ils font de l'innovation incrémentale comme tout le monde. C'est-à-dire que le MacBook de cette année est mieux que le MacBook de l'année dernière.
c'est-à-dire celui que j'ai devant moi et qui a vraiment une webcam absolument horripilante, parce qu'elle est incapable de faire une balance. Regardez. Ah, il est tout cramé alors qu'il fait même pas clair. Ça y est, c'est beau. Ah, ça y est, c'est moche. Non, c'est vraiment parce que les webcams des Mac. Oui, c'est ça, mais quand même les webcams des Mac, c'est vraiment. J'ai fermé les stores, etc. J'ai pas le droit de faire ça dans la lumière du jour. Je ne dis pas le nombre d'éclairages qu'on doit mettre ici à la rédaction pour avoir une image. Que ce soit propre. Tu peux aussi mettre une autre caméra directement. C'est ce que j'ai fait, mais ça suffit pas. Donc voilà, donc ça c'est l'innovation incrémentale comme tout le monde. Ce qui fait fantasmer chez Apple, c'est sa capacité à dire, tu vois, du passé faisant table rase, vous connaissiez les smartphones jusque-là, mais non, nous sommes le 21 janvier 2007, c'est terminé, c'est obsolète, voici des ces iPhones. Voilà. C'est le nouvel iPhone. Et ça fait longtemps qu'Apple l'a pas fait ça. Enfin, longtemps. On va dire que ça fait 3 ans depuis le lancement de l'iPad. Même si l'iPad était... Même si les usages de l'iPad sont différents de ceux du smartphone, c'était une évolution d'un format, de quelque chose qu'on connaissait déjà, etc. Et je pense que la déception, elle vient de là. Et puis aussi, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle machine, une nouvelle itération de l'iPhone par exemple, on rajoutait des usages qui étaient sympas et du design qui avait évolué, etc. etc. C'est moins vrai sur l'iPhone 5, dont le design a évolué, mais dont les usages sont pour l'essentiel restés les mêmes. Si Scott Forstall s'est fait lourder, il y a quand même des raisons. Donc voilà, le SAM, pardon, a une caractéristique majeure qui ne s'applique pas à nous, qui est le LTE, qui est franchement, mais c'est sûr pour la France, c'est le truc vraiment différenciant, à part la ligne d'icône en plus, comme dirait Rafi à l'Adjian. Voilà. C'est bien trouvé. Surtout une vitesse extraordinaire sur le téléphone. Nous, on peut pas s'en servir, donc pour nous, il nous sert à rien. Mais à San Francisco, il a du sens. Bien sûr, et puis Apple se bat pas forcément avec les mêmes armes face aux autres géants que sont des Samsung, des Sony, parce que Samsung, Sony et les autres, ils ont des gammes immenses d'appareils. La télé d'un côté, les smartphones avec X modèles de l'autre, les phablettes qui est un truc sur lequel Apple n'arrive pas, etc. C'est ce phénomène où il y a beaucoup de produits qui sortent, un raz-de-marée de produits qui sortent, notamment chez Samsung, c'est vraiment impressionnant, qui fait qu'il y a un tel volume de nouveaux produits qui font dire aujourd'hui qu'un Samsung serait plus innovant qu'Apple. Parce qu'il y a plus de nouveautés. Peut-être qu'on en parle un peu trop tôt, parce qu'en fait, la semaine prochaine, il y a le Mobile World Congress, donc on va voir, il va se passer des choses. 3 semaines plus tard, on attend le lancement possible du Galaxy S4. Donc voilà, là, il va se passer des trucs. Mais je pense que Samsung s'est aussi mis à marquer l'innovation à la culotte de manière un peu plus efficace, même largement plus efficace. Je vous fais une analogie gastronomique. Mais attends, oui, mais je vais d'abord finir ce que je vais dire. C'est-à-dire que sur des choses comme la recharge sans fil, on a déjà eu cette discussion, sur des choses comme le NFC et le reste, c'est des choses qu'on attendait voir arriver chez Apple de manière quasi mécanique, quoi. Et en fait, non. Et on le voit chez les autres. Et là, c'est pas du tout que Samsung, c'est LG, c'est Sony qui en fait des caisses sur le NFC, etc. Donc c'est voilà. Et qu'il y a avec la recharge à induction aussi. Absolument. C'est-à-dire que tout à coup, on a l'impression qu'Apple a un peu mis les freins. Vous allez dans votre restaurant préféré, qui a une carte de base qui fonctionne bien, que vous prenez à chaque fois parce qu'elle est juste top et que ça marche bien. Et puis à côté, il y a le nouveau bistronomique qui vous sort une carte régulière tous les jours à la cuisine moléculaire avec, je sais pas quoi, moi, du consommé de courge à l'huître en gelée. Et tous les jours, il vous sort un nouveau truc différent. Vous préférez lequel pour aller déjeuner en paix, comme dirait le Suisse là? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ton premier resto en 2007 c'était le bistrot machin qui avait tout changé où tu disais waouh, j'avais jamais vu un truc pareil. Le problème c'est que c'est devenu le resto de papa. Tu vois ce que je veux dire, c'est devenu. Mais tu y es bien, tu vas déjeuner, c'est bon. Il est inaccessible en prix. Mais tu bouffes tous les jours la même chose depuis 10 ans. En gros, c'est l'ami Louis, tu vois, ton resto. C'est le truc, il y a du poulet rôti et de l'andouillette, mais ça coûte très cher et ça change jamais. Et tu te dis mais pourquoi j'y vais en fait? C'est comme la purée de Robuchon, quoi. Tu retournes une fois par an, comme chez Chartier, juste pour avoir le souvenir, la Madeleine de Proust, le côté vintage. Voilà. Oui, ça serait pas mon premier choix. Oui, mais accessoirement, les produits, il y a aussi un facteur important pour expliquer ça, c'est que la gamme d'Apple, en termes de prix, est assez élitiste. Tout produit confondu, et on l'a vu encore la semaine dernière avec la baisse sensible du prix des MacBook Pro 13 pouces Retina, près de 350 €. Imaginez baisser le prix du jour au lendemain d'un ordinateur de 350 € en incrémentant des nouvelles fonctionnalités, en le rendant plus puissant. C'est juste incroyable cette capacité d'Apple de marger, et que peut-être qu'il faut qu'ils prennent en compte également ce facteur-là. Monsieur X, ça m'intéresse d'avoir votre réaction.
est-ce qu'il y a aussi peut-être, on le lit aussi beaucoup, Apple aujourd'hui est différent d'il y a quelques années, aujourd'hui où il est leader, où il fait partie des leaders des vendeurs de smartphones, du marché des smartphones aujourd'hui, et l'innovation n'est pas forcément compatible avec un leader qui doit gérer une base établie. Écoute, moi je pense que c'est tout simplement difficile. Cédric disait, je crois à l'instant, ou Rodrigo, qu'on aimait Apple parce qu'ils avaient révolutionné un certain nombre de nouveaux secteurs. Et qu'Apple aujourd'hui, des opportunités pour renouveler des secteurs, ils en ont pas beaucoup. Donc on est sans doute très impatient et très exigeant. Qu'est-ce qu'il leur reste devant eux ? La télé, on en parle depuis des années, mais pour le faire, il faut vraiment qu'ils apportent un plus, et Tim Cook l'a dit, et ça va être compliqué. Il leur reste, moi j'y crois fondamentalement, le jeu. Je suis d'accord. Mais là aussi, c'est un secteur qui est très encombré. Moi, je pense que le jeu est une bonne opportunité parce que quand on regarde ce que fait Google en termes de jeux sur son portail, et puis on imagine combiner ça avec une télé d'Apple ou avec l'Apple TV. Apple a un truc à faire. Et puis à l'iPhone comme télécommande. Ouais. Pour conclure, monsieur X. Donc, voilà les deux cibles d'Apple, la télé et le jeu. Mais pour y aller, il faut vraiment qu'ils trouvent un truc, et ça leur demande du temps. Donc moi, je pense qu'on est juste un petit peu impatient. Après, sur le renouvellement des gammes, notre insatisfaction, elle vient pas de la capacité d'Apple à innover. Pour moi, elle vient d'un équilibre plus simple entre les fonctionnalités et le prix. Si Apple sortait un iPhone 5S le mois suivant avec un delta de fonctionnalité assez faible par rapport à l'iPhone 5, mais que j'avais en face de moi des gens chez Apple qui me proposaient de reprendre mon iPhone 5 précédent pour 400 € et que je pouvais acquérir l'iPhone 5S pour simplement 100 ou 150 €, mais moi je serais super content. Le problème, c'est que il n'y a pas d'accompagnement commercial pour moi, et à chaque génération, en gros, on repaye le prix complet. Mais ça, c'est un autre type de déception, c'est de la déception commerciale et pas de la déception dans l'innovation. Il y a une question par rapport à cette problématique, Fanny, peut-être ? On revient toujours sur est-ce que Johnny Ive est l'homme de la situation pour voir enfin de vraies innovations, en particulier sur iOS. Donc ça, c'est Julien Deleplanque qui demande ça. Et il y a aussi Stéphane Ferré qui demande ne serait-il pas plus judicieux pour Apple de porter ses efforts sur la réalité augmentée que sur une iWatch à prix, si elle était à venir? Alors, on avait déjà abordé ce sujet la semaine dernière, mais pour l'instant, tout ceci ne sont que des rumeurs, hein, vous avez bien compris. Non, mais du coup, dans la question, c'est plus sur la réalité augmentée. Qu'est-ce que Apple viendrait faire sur la réalité augmentée et pourrait faire avec? Ce soir, Google vient de lancer son Glass, quoi. Hein, enfin, le lancer est un bien grand mot. Mais présenter une évolution. Surtout, ils ont montré pour la première fois, de manière réaliste, ce à quoi ça allait ressembler. Alors, justement, c'est vrai, quand on voit ce que prépare Google, et notamment ces Google Glasses dont vous pouvez découvrir en vidéo, ça donne envie, et c'est sûr que par rapport à ce que... À 1500 $, ça donne envie? Mais ça, c'est pas le vrai prix. Si. Alors, par rapport au rendement actuel d'Apple, ça peut laisser réfléchir. On regarde les images et on reprend tout juste après. On refait le Mac. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass, hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. That is awesome. Okay, Glass, record a video.
very delicious and Thai. Arroy. Arroy. Google jellyfish. Let's see. It's beautiful. Mesdames, messieurs, donc cette possibilité comme ça de lancer par la voix, d'avoir le GPS intégré, j'en passe, de toutes les fonctionnalités possibles imaginables, ça fait rêver. Ah non. Ça reste du domaine du rêve aujourd'hui en termes de geek. Moi du rêve. si, attends, je me tâte. Hein. Mais où c'est pas du jeu entre guillemets par rapport à Apple, c'est qu'Apple n'a pas l'habitude de dévoiler en amont comme le fait si bien tous les autres constructeurs de la planète. Ouais, mais là. C'est comme si tu dis voilà deux femmes, elles sont aussi belles l'une que l'autre, mais bon, il y en a une, elle mec des cols roulés. Bah oui, mais c'est son problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Apple n'a pas l'habitude de communiquer en amont sur les produits qui vont sortir, alors que Google, donc toi, la beauté des pas commence en dessous du cou. Je peux terminer, merci. Et c'est qu'on peut, et c'est pas par rapport à là-dessus, par rapport à un prototype, qu'on peut juger de la capacité d'innovation d'une société. Apple, on ne sait pas ce qu'il prépare aujourd'hui. Google, on le sait. Alors, effectivement, on peut dire Google est innovant, mais on peut pas dire qu'Apple ne l'est pas parce qu'on ne connaît pas ses produits. C'est ça. Mais c'est pas qu'un aspect, c'est pas un aspect uniquement autour de la communication. C'est-à-dire que si Google fait ça de manière si progressive, parce qu'en fait Glass ils l'ont dévoilé l'année dernière, et puis ils l'ont montré à leur conférence développeurs, et puis ils ont pris les premières commandes, $1 500, mais ça c'est pour les développeurs. Et puis là ils sont en train de dire bon, on va en lâcher d'autres dans la nature. Donc dites-nous pourquoi il vous en faut une paire, etc. C'est parce qu'ils veulent dès le début créer l'écosystème qui ira autour de l'appareil. Leur but c'est pas de vendre des lunettes, ils s'en foutent, c'est pas ça leur métier. Leur métier c'est l'usage, l'interface, le logiciel et la création d'écosystèmes, c'est-à-dire les applications qu'il y aura autour. Là, c'est vrai que c'est très. Il faudra quand même les vendre, ces lunettes. Oui, bien sûr, mais ce sera pas $1 500. C'est un métier de construire. Oui, mais à croire que métier de constructeur, ça sert plus à rien aujourd'hui, Cédric. Ah non, parce que tu peux inventer les produits, c'est utile, ça peut servir. Ce produit-là, qui est un produit extrêmement compliqué à faire bien, parce que là, si tu veux arriver à mettre un petit écran il y a un fabricant qui s'appelle Vuzix, qui était aussi IS de Las Vegas, et qui avait des lunettes un peu dans le même genre, sous Android, où tu peux faire des applis, etc. Bah, tu vois, arriver à positionner le truc pour que tout à coup tu vois bien ce qui se passe devant toi, mais tu vois aussi le petit écran qui sont faits. Non, c'est important comme. Il paraît que c'est un écran 640 par 480. Faut voir. Le speaker est directement connecté sur l'os, donc on entend super bien. Moi j'en ai parlé lundi avec un ami qui l'a essayé il n'y a pas plus tard que vendredi dernier. Il m'a dit c'est vachement bien. En revanche, il n'y a pas de réalité augmentée dessus. Non, il y a des infos, mais c'est pas de la réalité augmentée. Il incruste pas des choses au fur et à mesure où il se passe des choses devant toi. Est-ce que c'est aussi moche que d'avoir une grosse oreillette Bluetooth? Non, je les ai vus en vrai pendant au CES, que j'ai réussi à m'incruster à la soirée Google, et il y avait des gars qui les avaient. J'ai essayé de m'approcher un peu, j'aurais bien essayé, mais... Fallait faire un bisou, non, on n'a pas pu. Ah. Ouais, et le copain, ce qu'il me racontait, c'est qu'il les a mis pour aller dans un café à San Francisco, mais personne ne l'a regardé. Il s'est dit, non, je vais me faire. Il me dit, je vais me faire arrêter par tout le monde. On me dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu pop? Rien. Il me dit, absolument banal. C'est pas un segway de ce côté-là. Voilà, voilà. Sûr, je pense que si t'es geek et que t'as vu les photos, etc., tu tiltes. Et moi, c'est vraiment ce que j'étais à la soirée Google que tout d'un coup, ça m'a fait ah, mais ouais, mais c'en est, faut que je m'approche. Mais sinon, non. Juste, c'est pas le sujet de l'émission, mais on voit qu'il donc là il y a une vraie rupture, dans les usages, et donc ce serait vraiment un produit qui ne correspondrait en rien à ce qu'on a connu par ailleurs aujourd'hui sur le marché. Donc là en termes d'innovation, c'est l'effet waouh qui manque aujourd'hui sur certains produits d'Apple. Ils sont bien concrets, mais quel marché aujourd'hui pour ce produit? Apple te dira, moi je préfère vendre des iPhones, c'est plus facile, il y a de la grosse marge. En clair, pour répondre à la question de notre internaute, vous y croyez ou pas? Il faut vous mouiller maintenant. Non, mais tu sais que tu peux parler à tes lunettes, elles ont un micro intégré et on t'affiche la réponse. Alors je sais pas si tu as vu l'info passer aujourd'hui ou hier, mais pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari, Google paye 1 milliard à Apple. Autant que Samsung pour le contrefaçon. 1 milliard.
C'est démentiel. C'est tous les ans, messieurs. Ce qui veut dire qu'il faut... Démentiel. D'autant que moi, j'utilise pas Safari, mais... Non, mais ça veut dire que... Il y en a quelques-uns, tu sais qu'il faut. Mais ça veut dire que du coup, il faut beaucoup plus d'argent. On s'est payé 1 milliard, il faut beaucoup plus d'argent là-dessus. Donc, se dire, il y a de la recherche qui va être faite avec ces lunettes. Donc, ils se positionnent déjà dessus. On parlait justement du système de communication d'Apple et que effectivement Apple ne peut pas commencer à dévoiler et rassurer sa base d'utilisateurs et éventuellement les investisseurs en disant voilà ce qu'on prépare, mais vous verrez ça que dans quelques années, ça ils peuvent pas, hein, c'est pas dans leurs habitudes. D'un autre côté, ils avaient l'habitude de verrouiller leur communication, si bien que lorsqu'un nouveau produit arrivait, il y avait vraiment un effet de surprise. C'est notable, Monsieur X, ces derniers temps, toutes les présentations de produits majeurs, hein, je pense notamment à l'iPhone 5, eh bien, le design, les caractéristiques, et on savait bien tout des semaines avant l'arrivée du produit. Donc, est-ce que ça peut expliquer aussi ce phénomène de déception? Ça fait qu'à partir du moment où Apple ne peut plus créer la surprise, forcément, il déçoit. Écoute, je sais pas si Apple avait réussi à maintenir les fonctionnalités de l'iPhone 5, les gens auraient été plus ou moins déçus. Moi, je pense pas qu'ils auraient été moins déçus parce qu'il y aurait eu effectivement un effet de surprise, mais peut-être un effet de déception plus grand. Il y avait que Steve pour nous faire rêver avec des fonctionnalités qui étaient des petites améliorations basiques, mais dont lui nous racontait avec son talent qu'elles allaient changer le monde. Voilà, moi je pense que c'est pas une question de forme et de communication verrouillée. Apple est juste dans une phase, on va dire, plus calme en termes de lancement de nouveaux produits. Parce que les champs explorés sont moins grands, et puis parce que aussi, alors ça c'est un débat qu'on a depuis longtemps, ils tardent certainement à prendre des décisions sur la déclinaison de leur gamme actuelle. Voilà, maintenant il y a de l'espoir, moi je pense que ça va s'accélérer en 2013, on a vu qu'ils ont été capables de réagir avec l'iPad mini, et je pense que 2013 va être une belle année de réaction pour eux. En tous les cas, en termes de déclinaison de leur gamme de produits, en termes de percée sur le marché du téléviseur ou du jeu et d'autres choses, on est comme tout le monde, boule de cristal. On en rêve parce que on attend tous avec impatience le prochain marché qu'ils vont dynamiter, et ça je crois personnellement qu'ils sont encore capables de le faire et qu'ils sont en train d'y songer. Voilà. D'y réfléchir. À propos de réflexion, Monsieur X, vous qui étiez au sein d'Apple, est-ce que dans le passé, effectivement, si on regarde les sorties précédentes d'Apple, remontons à la sortie de l'iPod en 2001, 2002, je ne sais plus, il a fallu attendre près de 4-5 ans, de 2007, pour voir arriver l'iPhone de première génération, donc il s'est passé quand même près de 5 ans sans, entre guillemets, nouvelle génération, nouvelle entrée dans un nouveau marché. Il y a bien sûr des nouveaux Macs, une nouvelle génération d'iPod constamment, mais ils ont décliné la gamme d'iPod pendant 5 ans. Voilà, et ça correspondait à une phase intense de genèse au sein des laboratoires d'Apple. Entre 2007 et la sortie de l'iPad, il s'est passé près de 3 ans. En clair, est-ce qu'on est dans un cycle et qu'il faut laisser le temps à Apple de produire et d'arriver sur ce nouveau marché? Historiquement, ça s'est plutôt passé comme ça jusqu'à maintenant. Je crois que oui, mais je pense que, excuse-moi, tu fais encore une petite erreur. Entre 2001 l'iPod et puis 2007 l'iPhone, il y a quand même un truc énormissime qui s'est passé. Alors c'est pas de l'innovation peut-être aussi fondamentale que l'iPad, mais il y a les Mac Intel. Voilà. Oui, mais c'est pas une nouvelle génération de produits, monsieur. Maturation c'est pas un nouveau marché. Non, mais en termes de temps. C'est pas l'innovation non plus. Oui. C'est l'adoption. Pour l'utilisateur, ça change rien. Mais en termes de ce que ça. Son produit peut te faire tourner Windows, quoi. Mais en termes de ce que ça a occupé Apple, en termes de capacité d'innovation, ça a été énorme. Voilà. Donc maintenant, effectivement, l'iPad, tu disais, c'est 2010. 2013, ça fera 3 ans. Oui, c'est peut-être le. Voilà, c'est peut-être le bon moment. À moins qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne idée, mais ça, et qu'ils ont perdu leur mojo. Et est-ce que quelque part le mojo, tu en parlais brièvement tout à l'heure, et c'était l'une des dernières questions de ce débat ce soir. Le mojo d'Apple, c'est Steve Jobs. Tu le disais, Steve Jobs a une capacité à valoriser des fonctions qui parfois ne valaient pas grand-chose, mais c'était un super VRP, Steve Jobs. Et aujourd'hui, ça manque un petit peu d'âme, les conférences d'Apple. Le One More Thing a disparu depuis belle lurette, ce qui est bon, c'est vrai que c'était intrinsèquement lié
à la personnalité de Steve Jobs. En clair, est-ce que Tim Cook n'est pas un super VRP comme le pouvait être Steve Jobs, qui avait tendance à survendre et à faire rêver les gens? Aujourd'hui, les équipes dirigeantes d'Apple est peut-être un très bon gestionnaire, des bons concepteurs, mais ils ne font pas rêver leurs utilisateurs. On l'a vu plus récemment avec l'iMac. Le lancement de l'iMac, qui est quand même un produit assez étonnant en termes de conception ultra fin, a été un petit peu expédié lors du lancement lors de la keynote, alors que souvenez-vous des lancements historiques des Mac d'Apple. Plus récemment, c'est pas si vieux, le lancement Cédric par exemple du premier MacBook Air, la scénarisation, la mise en scène de lancement de ce MacBook Air. Souvenez-vous de ces images où on voit Steve Jobs apporter une enveloppe et sortir un portable d'une enveloppe. Donc il y a quand même une vraie réflexion, alors que là on nous a pas juste balancé une diapo. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un besoin? Je veux dire qu'en fait, le déficit, c'est pas un déficit d'innovation, mais c'est juste un déficit d'image. C'est juste le champ de suspension de la réalité qui n'existe plus. Exactement. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est le paradoxe d'Apple. C'est la capacité de nous à y croire. Non, c'est une capacité à faire rêver. Et Steve Jobs, ça a un vrai savoir-faire. Mais Olivier, c'est le paradoxe d'Apple. Les résultats, quarter après quarter, sont absolument exceptionnels et battent le quarter précédent. Ils n'ont jamais fait autant de ventes et autant de résultats. Bon, effectivement, le Mac fan que tu es se dit, mais où est l'effet waouh qui me faisait fantasmer à l'époque? Mais en termes de vente, en termes de business, ils cartonnent quarter après quarter. Mais le décalage, il est avec l'image d'Apple. C'est-à-dire que Apple, on nous dit, Apple n'est pas là pour faire de l'argent, Apple est là pour changer le monde. Ah bon? Et là, qu'il le change. Apple n'est pas là pour faire de l'argent? Non, mais on se comprend. C'est le discours marketing. Le discours chez Apple, c'est toujours de dire l'argent est là au service de l'innovation. Voilà. Or, on voit l'argent, mais l'innovation, elle est réelle, parce qu'évidemment, tu vois le design industriel de l'iPhone 5, il est magnifique. On aimerait qu'il fasse plus de choses, mais bon, c'est ainsi. mais c'est vrai que voilà, on attend la prochaine innovation disruptive. Alors peut-être qu'on est comme 5 vieux cons en fait, en train de gloser sur les trucs dont on ne sait rien. Je te permets pas de parler comme cela de Fanny, hein. Oui, bien sûr, autant pour moi. Il parlait au masculin. Alors on est 4 vieux cons et voilà, et que dans 2 semaines, tout à coup, ding ding ding, special event, machin, imagine. Alors je vous fais déjà l'invitation, ce serait watch what we have just invented, enfin un truc comme ça, tu vois, genre. Alors, watch, ça peut être interprété de 2 manières. Hein. Ça peut être effectivement watch la montre ou watch regarder la télé. Hein. Ouais. Je vais vous dire un truc, chez Apple, s'ils ont un truc dans les cartons, ils sont en train de se demander s'ils vont pas le lancer le 14 mars. Particulièrement si ce n'est pas un téléphone, parce que le 14 mars normalement ce serait le lancement du Galaxy S4. Donc il ferait un peu de guérilla marketing. Encore faut-il avoir un vrai produit à mettre en face, Cédric. Oui, mais un truc différent, ils peuvent s'amuser. Si par exemple il y avait une télé dans les cartons, ils peuvent s'amuser à l'annoncer même 6 mois, 8 mois à l'avance. Ils s'en foutent. Ça leur coûtera pas une vente, ça fera juste beaucoup de bruit. Ça fera plaisir aux actionnaires, ça fera plaisir aux fans de la marque, ça fera plaisir à tout le monde, ça fera plaisir aux journalistes qui tout à coup diront ah enfin un sujet, un truc parce que. Ouais, on va pouvoir vendre du papier les gars. Voilà. C'est ça. Donc ça dynamiserait l'écosystème comme on dit. Le Mac, intrinsèquement, le Mac, la machine, elle fait un peu moins rêver qu'autrefois, hein, Monsieur X. Apple, on sent que là, de ce côté-là, il y a une vraie panne d'innovation, une vraie panne d'idées, une vraie panne d'inspiration. C'est valable pour S10 notamment, qui ronronne, qui fait du surplace. Et encore une fois, je reviens à ces présentations par Steve Jobs. Souvenez-vous, Monsieur X, du lancement du Cube, spectaculaire, hein, qui était digne d'un show hollywoodien dont on voit les images. Le lancement, encore une fois, de l'iMac. Mais il faut que tu ailles à Vegas voir le cirque du soleil. Apple, je suis d'accord. Je voyais passer le chiffre tout à l'heure. Apple vend 19% des consumer electronics aux US et Samsung 8 ou 9%. Ouais. Alors, ils sont beaucoup plus riches qu'à l'époque. Alors ils peuvent se payer des scénaristes, hein, et ils en mettent plein les yeux sur scène. Monsieur X, votre avis? Non, mais je crois que c'est parce qu'on a les yeux de Chimène pour Apple. Enfin, je veux dire, quand le Cube est sorti. Il est derrière. Et voilà, tout est dit. Voilà, certainement. Un truc très beau avec des défauts d'ingénierie criants, mais qui. non, pas ça. Non, Cédric m'entraîne pas sur ce terrain-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on était au moment du lancement du Cube, uniquement des geeks boutonneux, et que quand Steve Jobs faisait le lancement d'un produit, ça comblait quasiment l'intégralité de notre vie, et donc. On voyait ça de manière distordue. Il avait besoin de faire diversion parce qu'il n'avait pas grand-chose à présenter. Donc il fallait importante. Il fallait beaucoup en faire. Voilà, mais rappelle-toi qu'à l'époque, vraiment, moi, le keynote du Cube, j'en pleure encore. Mais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et après, quand même, Monsieur X. Quand je l'ai vu à la Fnac
à la Fnac, bon, j'ai fait une connerie, j'en ai acheté un, quoi. Je me suis mis sur la paille. Mais... D'ailleurs, il continue à le rembourser. mais pour en parler... Moi, je dirais peut-être ça de la naissance de mes enfants, si tu veux, mais pas du lancement du cube, tu vois. Bah ouais, ça t'a mis sur la paille, hein. On était... Oui. Mais... Laissez finir, monsieur. Tu vas voir, merci. Cédric, ça arrive. Mais à l'époque, tu t'achetais un cube et t'en parlais avec qui après? Le vendeur de la Fnac qui était un mec fameux aussi qui t'avait vendu. Et puis moi, mon frère qui adorait Steve Jobs aussi. Et puis c'est tout, quoi. Bah non, t'as oublié le collectionneur qui avait un Next Cube. Non mais ça ne concernait personne. C'est bien quoi. Le cube. Ça ne concernait absolument personne. Putain, mais 21h. Il est 21h. Il est 21h et l'employeur de Monsieur X coupe la lumière. Éteint les lumières. Bon, voilà, donc ce qu'on appelle l'esprit d'entreprendre en France, c'est magnifique. Vas-y, continue, Monsieur X. Donc, on était contents et il nous surprenait, mais ça surprenait entre guillemets une petite communauté de gens pour qui il innovait. Aujourd'hui, Apple fait entre guillemets des produits pour le grand public, et quand tu fais un smartphone, il y a beaucoup de concurrence, Samsung, etc. Donc, les possibilités d'innover sont beaucoup plus faible, quoi. C'est tout, hein. Donc nous, c'est notre perception à l'innovation aujourd'hui qui est sans doute biaisée avec Apple. Steve Jobs sera encore là, il voudrait mettre 10 millions dans le développement d'un nouvel ordinateur, il pourrait nous faire autant rêver qu'avec le Cube. Mais certainement qu'il vendrait aussi peu que le Cube, c'est-à-dire quelques milliers, puis après il remballerait parce que ça serait trop cher, mal positionné. Donc... peut-être qu'Apple innove moins, c'est vrai en ce moment, ils ont perdu un peu peut-être de leur sens des choses. Ils sont aussi entre deux sorties de produits, c'est pas difficile de le dire. Et moi je pense qu'on a dans le même temps, et là je rejoins complètement Rodrigo, pas remis notre niveau d'attente au bon niveau. Voilà, et on peut pas comparer trop exigeant, c'est ça la capacité d'innovation d'Apple en 2000 à celle de maintenant. Ils n'interviennent pas dans les mêmes marchés, ils sont scrutés de toutes parts, et leurs principaux fournisseurs de technologie sont devenus leurs principaux concurrents. Et Apple innovait beaucoup en allant chercher de la technologie à l'extérieur. Maintenant, la technologie qu'ils vont chercher chez Samsung, par exemple, Samsung la garde pour eux, où ils en ont déjà une version plus évoluée qui vont sortir dans leur propre produit. Donc c'est tout simplement plus difficile, et on va voir des révolutions chez Apple vraiment de loin en loin. Va peut-être encore falloir 2-3 ans, mais c'est toujours leur volonté, c'est ça qui est important. Et la nomination de Ives, pour moi, me laisse à penser que c'est vraiment toujours la boussole qu'ils ont. Mais ils vont prendre comme d'habitude leur temps, c'est tout. Ouais. Donc on refait cette émission, d'accord, sur Apple a-t-il perdu son mojo, mais uniquement dans 3 ans. Autrement, on va la refaire tous les 3 mois. C'est ça que je veux te dire. Oui, mais on aura la réponse très prochainement. Si Apple n'investit pas de nouveaux marchés, on verra bien si on aura la réponse. Si Apple n'innove pas, s'il n'innove pas, on le verra. Ce sera assez criant. Je vous félicite. Ce soir, on a à peu près terminé le débat dans les 45 minutes qui vous est interposé. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. On passe au concours avec le Mobile 2013. Si je retrouve ma ligne, Refait le Mac vous offre 2 passes pour assister au Mobile 2013, une conférence qui réunira les 18 et 19 mars prochains au Centre Pompidou à Paris, la fine fleur de l'écosystème mobile, au travers des témoignages de 6 grandes marques et de 9 tables rondes. Le thème principal cette année sera le choc des géants du mobile et son impact sur le business. Pour gagner l'un des 2 passes par tirage au sort, répondez à cette question, roulement de tambour. Où se tiendra la conférence Le Mobile 2013 cette année? Répondez via Twitter en associant l'hashtag uniquement l'hashtag Le Mobile 2013. Place maintenant aux gagnants du concours de la semaine dernière, donc qui vont recevoir chacun un pass pour assister au Mobile 2013. Il s'agit de Rémi Lannemajou, alias @Bicom sur Twitter, qui va recevoir un pass, et Buclé, alias @Buclé29 sur Twitter, qui va recevoir également un pack. Qui prennent contact par mail, j'y suis arrivé, au team@lemobile.fr par mail. Vous allez recevoir vos passes. Voilà, on passe au coup de cœur de la semaine. Les coups de cœur de la semaine, on commence par Cédric. 2 choses. Il y a une chose dont on aurait dû parler la semaine dernière et finalement on l'a pas fait. Oui. Et alors c'est pas un coup de cœur produit, c'est pas un coup de gueule non plus, mais c'est
un constat rigolo sur la façon dont Apple fait les choses. Tim Cook qui parle aux analystes de Goldman Sachs et qui dit une chose entre autres, alors est-ce que c'est là qu'il l'a dit, souvenez-vous, il parle des écrans OLED. Ils disent les écrans OLED sont vraiment horribles. Les écrans OLED ont une balance des couleurs pourries. Enfin, vraiment, c'est pas terrible, etc. Et moi, je vois ça de manière totalement incidente. Pourquoi est-ce que Tim Cook parle des écrans Petite OLED ? Parenthèse, Cédric, pourquoi il parle des écrans OLED ? Il faut quand même le dire. Oui, alors parce que c'est ce que produit Samsung et utilise évidemment prioritairement dans ses propres produits. Et puis il vend aux autres. Pour l'instant, Apple fait pas de LED. Alors le LED, il y a quand même des intérêts. T'as pas besoin de le rétroéclairer, donc ça permet de faire des écrans plus fins, etc. Non, c'est chouette. Bon, maintenant la balance des couleurs. Mais c'est curieux, si tu veux. Apple ne commande tellement jamais ce que fait la concurrence. Tu vois, t'as pas entendu Tim Cook dire le NFC c'est de la merde. Enfin, tu vois, ça n'existe pas, quoi. Il ne fait pas ça. Donc, seule conclusion possible, c'est que Tim Cook nous fait du Steve Jobs. Et en gros, Apple va faire de l'OLED. D'accord. Je suis prêt à parier un mois de salaire. C'est parti. Yeah, allez, c'est vendu. Attention, j'ai pas donné de date. Non. Mais on pourrait prendre date et c'est pour ça que je voulais revenir dessus parce que c'est vachement intéressant. C'est exactement comme Steve Jobs, quand Steve Jobs disait non mais attendez, personne va lire un livre sur une tablette, ça n'a pas d'intérêt. Enfin voilà, évidemment. Un iPad mini, ça sort, etc. Qui va regarder de la vidéo sur un iPod? Soyez sérieux. And now, this is the iPod photo, c'est mieux. Voilà, etc. Donc, quand Apple parle d'une chose qu'il ne fait pas, ça veut dire qu'il va le faire, même s'il commence par dire. Et alors, mais il se trouve qu'on a des infos en plus là-dessus. Apple a investi 1 milliard chez Sharp, qui fait des écrans. Il se trouve que Sharp fait des écrans OLED. Quelle surprise, des petits écrans mais ceux de Sharp sont mieux que ceux de Samsung, tu sais bien. Et avec une nouvelle technologie qui s'appelle XO, qu'on voit de salon en salon, on les a vue à Tokyo, on les a vus à Berlin, on les a vus à... l'XO, il y a de l'XO, oui, l'XO entre autres c'est de l'OLED. Alors attends, tu me jettes un doute terrible parce non mais attention, ils ont 2 technologies qui montraient, mais il y a de l'OLED dedans, c'est sûr. Et le truc c'est qu'ils ont amélioré le système justement sur quoi ? Sur la qualité de rendu, enfin sur la fidélité, pas tellement la qualité, mais sur la fidélité de rendu des couleurs, sur la consommation, sur la finesse, sur tout ça, etc. Attendez-vous à voir Apple arriver avec de l'OLED qui ne sera pas de l'OLED, parce qu'évidemment, le but c'est de dire nous avons une technologie que nous sommes seuls à détenir, c'est pas de dire on va faire de l'OLED pour raccrocher nos wagons à ceux de Samsung. Donc l'OLED Retina. Ce sera du Retina OLED machin. Non mais et en fait le truc c'est que les écrans on les a déjà vus parce que Sharp montrait des écrans magnifiques, des écrans de taille phablette, tu vois du 5 pouces mais qui fait du Full HD par exemple, etc. Donc voilà, c'est rigolo. C'était juste pour faire une petite analyse mais pour rebondir sur ce que tu disais Cédric et pour rebondir également sur ce que tu disais il y a un instant Monsieur X, la priorité d'Apple c'est effectivement d'essayer de court-circuiter et de sortir du créneau d'approvisionnement de Samsung, donc de ne plus utiliser notamment les écrans de Samsung comme c'était entre autres la mémoire flash, les écrans. C'est Samsung également qui produisait la puce pour Apple. Ils essayent de se rendre indépendants et effectivement si Apple a la possibilité d'aller trouver cette technologie OLED chez un concurrent de Samsung, ils iront bien volontiers. Effectivement, c'est un scénario tout à fait sûr, ça fait sens. Petite parenthèse. Alors, un coup de cœur, c'est du hardware. Regardez, il est là, c'est magnifique. Encore faut-il que je l'allume. C'est un routeur Allman, quoi. Évidemment, je vous l'ai montré tout à l'heure, bande de couillons. C'est Allman, c'est une petite boîte américaine qui fait ça. La boîte s'appelle Secure Hi-Fi et en fait, c'est un petit routeur Wi-Fi. Qui a 2 particularités. La première, ça mériterait d'être vérifié, mais ils ont été lancés sur Kickstarter. Donc ça y est, on peut faire des projets sur Kickstarter qui ne se vendent pas que sur Kickstarter, parce que moi je l'ai acheté chez Amazon. Pourquoi je l'ai acheté chez Amazon ? C'est parce que à partir des avis clients, Amazon crée un classement de tous ses produits. Et ceci est le routeur le mieux noté sur Amazon, devant les D-Link, devant tous les professionnels du routeur Wi-Fi. La raison probablement pour laquelle, alors je vais essayer de vous le montrer de manière propre, mais alors bienvenue à la webcam de mon MacBook, c'est que mais regardez ça, mais c'est honteux quoi. Tim Cook fait quelque chose. Tout le menu est ici sur un écran tactile. C'est-à-dire que voilà, je peux rentrer dans les options, je peux régler tous mes paramètres Wi-Fi, je peux décider si j'en fais un routeur ou si j'en fais un extender, c'est-à-dire quelque chose qui va étendre la portée du Wi-Fi de ma box par exemple. Ça coûte $79, donc une soixantaine d'euros, ça s'appelle Allman Secure Hi-Fi. C'est génial, c'est tout léger.
Je l'adore, je l'aime, je l'ai reçu à l'hôtel ce matin. Et surtout, c'est ça, plus avoir besoin de faire 198.162.0.1 / machin avec un password que tu oublies, etc. Et pouvoir avoir tes réglages directement là, ça c'est tip top de top. C'est pas du MiFi, hein. Tu peux pas mettre une clé 3G, tu peux pas mettre. Non, c'est vraiment un routeur Wi-Fi. Regarde, tu peux avoir une arrivée câblée. Mais pourquoi il te traite de bêta là sur l'écran? Je comprends pas. Ah, parce qu'il y a des fonctions qui sont en bêta comme l'horloge. Il peut t'afficher l'horloge, il peut t'afficher le temps qu'il fait, il peut t'afficher plein de trucs. Et non, mais surtout voilà, c'est une chouette innovation, surtout pour le prix. Et bon, la semaine prochaine. On peut encore innover dans un marché aussi développé que celui des routeurs Wi-Fi. Il est donc très joli avec une belle interface. La semaine prochaine, je vous dirai s'il fonctionne vraiment si bien que ça comme extender de Wi-Fi à la maison. Voilà, c'est quand même plus gros que le TrendNet que tu avais d'habitude. Ouais, merci. Le TrendNet, il est minuscule, mais il n'a pas d'écran. Non, c'est vrai. Fanny, quels sont il pourrait être déporté sur ton iPhone, tu vois, s'il réfléchissait un peu. Allez, on n'est pas trop en retard ce soir, on va essayer de tenir les délais. J'ai 3 coups de cœur. Fanny, vas-y. Allez, je fais vite. Mon premier, c'est à la préfecture de police de Paris, parce qu'ils ont vachement... C'est pas tous les jours. Non, mais écoute, j'ai dû refaire les passeports. Faudrait qu'il tourne un petit peu moins autour de la cité de Trévise ici avec Juliette. Parce que qu'est-ce que je me fais aligner en ce moment? T'as qu'à bien te garer aussi, voilà. Je suis bien garé, mais bon. Donc la préfecture de police, pour refaire les passeports, les cartes d'identité, maintenant tu prends rendez-vous via internet. Donc quand tu arrives à la mairie de ton arrondissement, eh ben on te prend à l'heure. Donc en effet, tu es obligé de prendre rendez-vous à l'avance, mais par contre tu y vas. Hop, tu as été pris tout de suite avec ton dossier qui est tout prêt, tes enfants, hop, c'est fait, ça prend 10 minutes. Et après, le truc génial, eh ben, quand ton passeport il est prêt, eh ben, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois un joli texto qui te dit ton passeport il est prêt, donc tu peux venir le chercher. C'est pas grave. Attends. Mais comme ça, on verra pas le numéro de portable de Fanny, c'est pas plus mal. C'est rigolo. Non, on le voyait pas. Non, je veux dire c'est que pas forcément le numéro le plus important chez Fanny. L'administration t'envoie des textos, c'est ça que tu trouves extraordinaire? Non, c'est que quand le passeport est prêt et en moins d'une semaine, tu reçois en effet ton texto qui te dit c'est prêt, tu vas le chercher et en 5 minutes tu attends. Avant c'était tu faisais la queue au moins 2 ou 3 heures, t'étais pas sûr d'être pris parce que c'était l'heure de la pause déjeuner, ils fermaient tout et ils disaient revenez dans 2 heures refaire la queue. Donc voilà, et quand ton passeport était prêt, on disait passez dans 15 jours, peut-être qu'il sera prêt, mais t'étais pas sûr. Et en sachant que quand c'est un passeport pour les enfants, t'es obligé d'y aller avec les enfants pour le dépôt du dossier et pour récupérer. Donc entre l'école qui tombe aux heures de la préfecture et les activités extrascolaires, etc. Là, au moins, t'as pas de surprise. Dans les deux cas, tu vas et ça prend pas longtemps. Donc ça, je trouve ça très bien. Mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur sur KissKissBankBank. C'est une photographe et réalisatrice qui s'appelle Kitsune qui a un projet qui s'appelle Le Hall des Pendus. C'est pour aller faire un court-métrage au Japon. Un polar. C'est une photographe et réalisatrice très geek qui fait des trucs super jolis. Et je vous encourage à aller mettre des sous dans son projet parce que franchement c'est super sympa. Et c'est kawaii et tout, et c'est geek. Et voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir soutenir des gens comme elle de temps en temps. Et mon troisième coup de cœur, j'étais au Touquet tout à l'heure, j'ai dit faire du char à voile, mais pas que. J'étais partie essayer la Ford Kuga, et pas pour ses moteurs. Ah oui. Ouais. Ford Kuga, il y a un rapport Cougar. Cougar, pas la Cougar, la Kuga. Pourquoi Qu'est-ce qui t'arrive, Fanny, en ce moment? Dis-nous. Fanny Cougar, là, je comprends pas bien. Tu t'intéresses aux petits jeunes, c'est ça, Fanny? Non, mais écoute, tu sais les petits développeurs. Trop jeune pour être une Cougar, je suis une... Je sais bien, mais quand même. Non, ce qui est intéressant, c'est... On peut toujours trouver plus jeune que soi, Fanny, crois-moi. Oui, tu en sais quelque chose. Non, que nenni. Non, que nenni. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça balance pas mal ce soir. Bon, allez, vas-y, Fanny. C'est surtout qu'ils ont un système dans la voiture qui s'appelle Sync, qui a été développé entre autres en partenariat avec Microsoft, mais c'est une plateforme Ford. Mais surtout, ça permet de synchroniser tous les smartphones avec. Alors, pour piloter vocalement tous ces appels téléphoniques, contrôler la bibliothèque de son et le lecteur audio, d'avertir les secours en cas d'accident. Donc quand ça peut servir. Voilà, c'est pas mal aussi. Ça fait la lecture vocale des SMS, etc. Bon, vous allez me dire, un temps soit peu, c'est banal et tout. Sauf que sur cette voiture-là, tu peux mettre à jour l'OS de cette appli-là, et je trouve ça bien. C'est pas sur tous les modèles de voitures que tu peux le faire. Donc c'est intéressant. Et surtout, on va tester avec des téléphones récents comme l'iPhone 5 ou le BlackBerry Z10, et ça marche très bien, même avec ces modèles-là. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine.
Monsieur X, quel est votre coup de cœur ce soir? Une semaine équilibrée pour moi, 2 coups de cœur, 2 coups de gueule. Je commence par les 2 coups de gueule très rapidement, parce que cette émission sans bourgeoise. Mon premier coup de gueule, c'est Olivier Frégara. Il faut qu'il arrête de dire qu'Apple n'innove plus, donc tu as un petit travail... Et qu'il est en retard, parce que... Tu as un petit travail d'intérêt général ce week-end, tu vas dans un Apple Store voir les nouveaux iMac qui sont arrivés. Moi, celui que j'ai commandé pour ma belle-mère est arrivé, je vais aller l'installer là, et c'est tout à fait sublime. Donc tu es blasé, tu t'embourgeoises, Olivier, c'est mon premier coup de gueule. Et mon deuxième, c'est Fanny, parce que maintenant elle fait des coups de cœur sur la police, donc... voilà. Mais où va-t-on? Moi, pour balancer, mon coup de gueule, ça sera Fanny, et mon coup de cœur inversé, ça sera Nick la police de NTM, voilà, qui reste une des très grandes références de ma bibliothèque iTunes. Alors, mes vrais coups de cœur, c'est un site internet que plusieurs internautes m'ont recommandé au fur et à mesure de mes pérégrinations sur Twitter et qui s'appelle tineye.com. C'est un service gratuit qui vous permet de trouver la source d'une image ou à quoi correspond un bout d'image. En gros, vous tombez sur un bout d'image ou une image, vous savez pas à quoi ça correspond ou d'où elle vient, et ben vous pouvez la mettre dans TinEye et avec une probabilité non nulle mais pas de 100%, il va aller scroller toutes les images du web et vous dire ce bout d'image ou cette image, elle vient de telle page web ou de telle image originale. Donc c'est un moteur de recherche d'images ou de contenu d'images, ce qui est assez créatif parce que faire de la recherche au sein des images et des vidéos et des médias en général, c'est vraiment un champ de recherche assez puissant et assez étendu. Donc allez essayer TinEye, c'est un premier service grand public dans le domaine et je pense que ça vaut le coup d'être suivi. Et puis mon deuxième et dernier coup de cœur, c'est une appli que vous avez peut-être, et je suis étonné qu'on n'en ait pas déjà parlé, c'est Vine, V-I-N-E. Vidéo sur Twitter. D'accord. Hashtag VinePorn. Vas-y, continue. Bon, Vine, qui est cette Finis ta phrase. Application, on va dire, qui est une application on n'est pas sur Twitter. Jumelle ou de l'écosystème de Twitter. Moi, j'ai commencé à faire joujou avec ce week-end et ça m'a fait beaucoup rigoler. J'ai notamment filmé, bouchez-vous les oreilles, la guirlande de petites culottes qui pend dans les magasins Etam à Montparnasse. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? J'ai trouvé ça très rigolo. C'est le printemps. Voilà. Non, j'y étais en tout bien, tout honneur pour équiper mes filles. Hein. Donc, ne vous méprenez pas. Mais ça m'a donné l'occasion d'utiliser Vine. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Si vous aimez Twitter, si vous aimez la vidéo, précipitez-vous. Toc, Brigade des Beurs, bonjour. Bonjour. Et donc ça permet de publier des vidéos, c'est ça 6 secondes, donc ça fait 6 secondes, voilà, c'est un peu, moi je le qualifierais d'un Instagram de la vidéo. De la vidéo, voilà. Sauf que c'est plus difficile parce qu'on est tous, je pense, inspirés à prendre une photo comme ça, de ce qui nous passe sous les yeux. Faire une vidéo de 6 secondes qui est entre guillemets un peu rigolote ou qui est pas que du garbage, c'est pas si facile que ça. Merci Monsieur X. Rodrigo, tes coups de cœur ce soir. J'ai très bien travaillé cette semaine pour vous. Mais si. Parce que la semaine dernière, c'était des réchauffés. Oh. Oui, on les avait déjà parlé la semaine d'avant. Bon, vous avez vu passer, iOS passe à la version 6.1.2. Oh là là. Wow. Voilà qui fait rêver, hein. Eh bien, il faut, parce que dans l'explication pourquoi il faut passer à la 6.1.1 à la 6.1.2, on vous dit pas pourquoi. Non. Parce que le lock, le lock sur votre iPhone. Si, je sais, ouais. À partir de la version 6.1, il suffit de faire un appel d'urgence et l'annuler tout de suite, et hop, il n'y a plus de lock. Oui. Vous avez pigé ce que je vous ai dit? Non, pas compris, mais je suis un peu lent. Si tu pouvais piquer le téléphone de ton camarade. De quelqu'un, même s'il est loqué, tu fais juste appel d'urgence, et puis tu appelles appel d'urgence. Pas toutes les fonctions, attention. Donc ça a été manière de rentrer dans l'iPhone sans avoir le code. Donc mettez à jour mettez à jour en 6.1.2, ce qui est la dernière version. D'accord. D'ailleurs, Cochon, il faut vite que je mette à jour. Très bien. Okay. Voilà. D'ailleurs, je vous mettrai le lien parce que c'est très très long, mais comment dire, il y a un dernier jailbreak qui est sorti pour la version 6 d'iOS. Ils ont mis 183 jours à peu près pour le développer, mais qui marche très très bien. C'était downloadé 7 millions de fois en 4 jours. Là, il y a un beau parc installé, sur iPhone. Oui, c'est très très rigolo. Alors le buzz, vous en avez parlé, Mailbox? Oui. C'est ton camarade Stéphane Zibi qui en parle beaucoup.
Ouais, voilà, alors lui, ça y est, là, lui, Stéphane, Mailbox, moi je l'ai pas. Rodrigo, rappelle ce que c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une nouvelle manière de gérer mail sur ton téléphone qui est... on refait, je vous en parle, parce que ça refait complètement l'interface des applications natives d'Apple. Moi, ma version, je vais vous le dire tout de suite, je suis encore en attente, c'est étonnant, quand vous lancez ce truc, ça vous montre le nombre de gens qui s'inscrivent juste après vous, mais il y en a plus de 1 à la seconde. Moi, j'ai encore 341 000. Oh, ça va vite. Gagner, Rodrigo. Oh, ça va vite. Non, mais regardez, la vitesse à laquelle ça défile, quoi. Ouais. C'est une heure de pointe aux États-Unis, c'est pour ça. Voilà, c'est le nombre de personnes que j'ai devant moi. J'ai encore 339 000 personnes devant moi en file d'attente. Dans 6 mois, tu auras le logiciel. C'est bien, ça s'appelle faire du buzz. Hein. Pourquoi ce système, ça, c'est bizarre quand même. Et donc, c'est une nouvelle appli qui a complètement réinventé le mail. Et en effet, allez voir le lien de Stéphane qui raconte mail. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Parce que l'autre appli qui est préhistorique et qui ne sert à rien, c'est Calendar. Est-ce que vous connaissez Sunrise? Oui. C'est très très joli, hein. Qu'est-ce que c'est bien fait. SunriseAM.am vous réinvente votre calendrier. D'abord en se connectant à Facebook, ça vous montre de manière très très jolie, très intuitive, très bien faite en UX votre calendrier, mais il peut se connecter à votre Google Calendar que vous pouvez connecter par ailleurs à votre calendrier Apple, donc vous avez en fait une interface unique pour votre calendrier. C'est très très chouette. Je vous conseille. On peut innover même pour des fonctions aussi basiques que le calendrier. Et au passage, en parlant d'innovation, Kickstarter vient de sortir cette semaine son application mobile. Donc ça y est, vous n'avez rien à faire dans le métro, allez regarder ce qui se passe sur Kickstarter sur votre mobile. Et je finirai par notre ami français qui avait lancé Quickie en 2010. Vous vous souvenez de Quickie? Génération automatique de films avec des transitions et de la musique à partir de photos et de vidéos sur le mobile. Eh ben ça y est, cette semaine il a lancé, ou la semaine dernière il a lancé Quickie sur l'iPhone et c'est vraiment très très chouette. Merci Rodrigo de mon côté. Moi aussi j'ai été pour une fois farfouillé du côté de Kickstarter. Alors vous savez que l'impression 3D est à la mode et en tout cas elle s'annonce comme étant une technologie pour le moins à venir et qui va certainement investir dans le quotidien dans quelques temps. Dans le même esprit, voici le premier stylo 3D du marché, et ce sans ordinateur. Vous dessinez en vrai et en 3D, c'est assez bluffant. Hein. Vous pouvez dessiner en 3D en volume, par exemple, une tour Eiffel, c'est assez épatant, ça devrait plaire beaucoup, notamment aux enfants. C'est encore un prototype, donc en course au sein de Kickstarter. Mais moi, j'achète dès que c'est dispo. Et c'est plutôt bien parti car il a récolté plus de 700 000 $ alors qu'il n'en espérait que 30 000. Donc j'ai hâte de voir ce petit objet débarquer sur mon bureau. Voilà, merci mesdames, messieurs d'avoir participé à ce 129e de mémoire ou 128e, je ne sais plus. Épisode d'On refait le Mac. 129. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran à 14h10 sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a donc au menu, Cédric? Évidemment, la nouvelle PlayStation, gros bêta, que je vais aller découvrir dans 4, 3, 2, 1 heure. Dans 1 heure. Merci, Cédric. Est-ce que tu as vu des OP Xbox? Attends, Cédric. Est-ce que tu as vu des OP Xbox? On attend de voir parce qu'évidemment, c'est la guéguerre entre Microsoft et Sony sur les consoles. Donc, vu que le lieu de la conférence de presse où il doit y avoir 2000 personnes a été dévoilé il y a presque une semaine, on s'attend à ce que Microsoft fasse du street marketing qui tue, qui est, je sais pas, des chars avec des danseurs, enfin voilà, il va se passer des trucs rigolos. Bien faire ça, un peu lorsque je sais plus qui avait lancé un produit sous la tour Eiffel. Le lancement de la PlayStation 3 sur une péniche sous la tour Eiffel. Les ballons et tout. Et où tout à coup il y avait un bateau Xbox qui était passé. Très drôle. C'est rigolo. Alors c'était très rigolo, sinon qu'en fait le lancement de ce soir-là était un peu raté parce qu'il pleuvait, parce que on attendait des milliers de personnes qui soient venues faire la queue pour acheter leur PlayStation, mais pas du tout parce qu'il suffisait de la réserver pour aller la chercher à la Fnac le surlendemain. Enfin voilà. Et du coup, tu vois, c'est un peu. Ça n'avait pas fait le buzz. C'est-à-dire que tout à coup Microsoft qui arrive dans tout. C'était un peu, tu vois, un peu comme si t'arrivais avec un nez rouge à un enterrement, quoi. C'est pas terrible. Voilà. C'est assez rigolo. Fanny, vous la retrouvez très prochainement, dès le mois de mars, pour une prochaine Fanny's Party. Et quelle est donc la prochaine date exacte, Fanny, pour la Fanny's Party? Mardi 26 mars, au Hard Rock Café. Merci, Fanny. Et vous retrouvez bien sûr Monsieur X chaque semaine dans On fait le Mac sur son Twitter, @TrueMrX, ainsi que Rodrigo. Rodrigo et Contenu, on se retrouve. Et au département achat, mais non, de votre grand compte. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve également tous les mois dans iCreate, le magazine du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad qui est arrivé, la nouvelle édition qui sera en kiosque en même temps qu'on fait le Mac ce samedi. 50 applis Mac gratuites à découvrir en kiosque ce week-end.
Ou si vous voulez vous abonner, vous pouvez aussi. À la semaine prochaine. Au revoir.